Ce qui me paraît essentiel de se souvenir, c'est que la question environnementale, la question écologique, c'est pas une question unique, c'est une question parmi d'autres. Et donc, je pense qu'on a trop tendance dans le monde militant sur ces questions-là à s'étonner que tout le monde ne pense pas exactement comme nous et ne soit pas absolument préoccupé par les mêmes choses que nous. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, écoutez l'intégralité du témoignage de Léa Falco, cofondatrice du collectif Construire l'écologie et auteure de Faire écologie ensemble aux éditions Rue de l'Échiquier. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'elle porte pour notre avenir et le bien commun. Je m'appelle Léa Falco, j'ai 26 ans. Dans la vie civile, je fais une thèse sur la question de la formation à la transition écologique. Et la nuit, je ne suis pas Batman, mais je suis militante écologiste. J'étais précédemment dans un collectif qui s'appelle Pour un rêve écologique. Et aujourd'hui, j'ai cofondé un nouveau collectif qui s'appelle Construire l'écologie. J'ai pas le souvenir dans mon adolescence ou dans mon enfance d'avoir eu un rapport particulièrement privilégié aux questions écologiques. Moi, j'ai grandi en ville, donc j'ai eu peu de rapport avec la nature. En ville, dans un département qui est la Seine-et-Marne, qui est quand même un département à la fois très agricole et pas mal rural, donc il y avait moult forêts et verts à proximité. Mais en fait, je suis rentrée dans ces sujets-là par l'engagement associatif, en fait. Et donc, c'était au travers des questions climatiques, notamment. J'ai découvert à un moment les rapports du GIEC. C'est une manière très CSP+, de rentrer dans les questions environnementales, mais j'ai découvert les rapports du GIEC, je les ai lus, et ça a provoqué chez moi une envie d'en savoir plus et de pouvoir m'engager auprès de gens qui m'ont accompagné et que j'ai accompagné dans ce chemin-là. Et donc ça a été vraiment une action collective dès le début, une entrée collective dans ces sujets-là. Et donc j'appellerais pas ça une sensibilisation ou un déclic. Souvent on me dit c'est quoi ton épiphanie écolo ? Je pense pas que ça existe les épiphanies écolo. Tout est un spectre, rien n'est souvent blanc ou noir. Et donc ça a été un parcours progressif à partir de 2017-2018 qui m'a mené à rencontrer plein de gens qui ont fait évoluer ma pensée et j'espère avoir pu les aider aussi à avancer. Ce qui fonctionne sur une personne ne fonctionnera pas sur une autre. Déjà, il y a plein de portes d'entrée différentes. Il y a des gens pour lesquels l'information va amener une modification du comportement. Voilà, c'est rare, c'est très rare, mais ça existe. Et puis, il y a d'autres gens par lesquels il faut passer par d'autres axes. La santé environnementale, notamment sur les questions de biodiversité, je pense que c'est un angle vraiment intéressant. La santé environnementale, on sait que ça fonctionne très bien. Il y a des associations comme Parlons Climat qui ont des listes de ce qui peut fonctionner dans votre communication, y compris personnelle, pour parler des questions environnementales. La santé, ça en fait partie. Les inégalités, ça en fait partie. Le monde qu'on pourrait atteindre collectivement si on arrive à avancer sur les sujets environnementaux, ça en fait partie. Mais en fait, je pense que l'important aujourd'hui, c'est aussi d'essayer de désamorcer les réactances que peuvent provoquer des sujets environnementaux. Quand on vous dit transition écologique, les gens pensent à LFI, EELV, l'écologie politique. Et donc, réussir à sortir les questions environnementales du seul carcan partisan, parce que je fais une différence fondamentale entre le politique et le partisan. Le politique étant la vie de la cité, la manière dont on interagit collectivement, individuellement, ce qu'on fait toi et moi là, ayant une discussion, ce que font les gens qui nous écoutent, c'est politique. Mais c'est pas partisan. Partisan, c'est le fonctionnement d'un parti politique dans un jeu démocratique donné. Il y a une distinction fondamentale entre ces deux-là. Et aujourd'hui, quand vous parlez de transition écologique ou d'écologie à quelqu'un, il l'associe immédiatement aux partisans. Et donc, il faut réussir à créer un projet politique de société qui va forcément à un moment être repris par un parti, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais un projet politique qui nous permette de vivre mieux, et c'est ça qui m'intéresse dans ces questions-là, c'est de pouvoir relier entre eux des sujets qui aujourd'hui sont trop déconnectés dans la tête des gens, mais pour des raisons justifiées. Je suis particulièrement sensible au fait que les gens vivent dans les questions environnementales et dans les questions de biodiversité. Moi, j'ai une approche qui est très humano-centrée, en fait. Pour moi, les questions environnementales, au fond, c'est pas une question tant de partie par million de CO2 dans l'atmosphère ou de préservation de telle ou telle espèce, c'est une cohabitation et un bien-vivre des êtres humains sur notre planète. Donc, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment cette partie-là. Je suis pas tant, disons, environnementaliste que vraiment écologiste. C'est-à-dire considérant que tout ça, on le fait aussi pour que ce soit nous qui vivions bien et ceux qui viendront après nous.
Je pense pas du tout qu'il y ait une frange restreinte de la population en fait qui soit sensible aux questions environnementales. Quand on regarde les sondages d'opinion avec tous les biais méthodologiques évidemment qu'il y a dans ces outils-là, on constate qu'il y a une assez large portion de la population, on est autour de 80% de manière assez stable, qui s'intéresse aux sujets environnementaux et qui même jusqu'à il y a peu les classait relativement haut dans sa liste de priorités. Donc c'est pas tant une question de est-ce que je m'intéresse ou pas à ces sujets et est-ce qu'ils sont importants pour moi que quelle hiérarchisation j'en fais par rapport à d'autres enjeux. Et c'est ça en fait qui va orienter la manière dont on se comporte, la manière dont on vote, la manière dont on s'engage. C'est pas tant aujourd'hui le fait que les gens se désintéressent ou ne croient pas aux questions de perte de biodiversité ou de crise climatique. C'est que simplement, c'est un sujet politique. Et donc, c'est dans une arène politique en négociation permanente avec d'autres enjeux. Et ce point de vue-là, presque de science politique sur nos sujets, je pense qu'il est essentiel à avoir quand on veut lire aujourd'hui la situation, parce que ça veut dire qu'il faut que les sujets environnementaux fassent alliance avec d'autres sujets, pour pouvoir rentrer précisément dans un projet politique un peu global qui va permettre d'allier tous ces éléments-là. C'est paradoxal d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup de backlash écologique, de retour de bâton écologique. En fait, le retour de bâton, il est essentiellement médiatique partisan aujourd'hui. Il y a une déconnexion entre ce qui se passe au niveau partisan, c'est-à-dire un recul général sur les politiques publiques écologiques et aussi dans le monde du privé, qui sont sur une même dynamique, et l'importance que les gens donnent toujours aux questions environnementales. Donc, avoir cette différenciation dans la lecture dont nous, en tant que militants, on fait notre travail, entre guillemets, de militants, je pense que c'est absolument essentiel. T'as quelque chose qui s'appelle le triangle de l'inaction. C'est un triangle dans lequel chacun des acteurs regarde les autres en disant qu'il ne peut pas avancer avant que les autres ne fassent le premier pas. Dans ce triangle-là, t'as d'un côté le monde économique, le monde partisan, les pouvoirs publics pour le dire simple, et de l'autre côté les citoyens, toi et moi, vous qui nous écoutez, les petits atomes qu'on est chacun individuellement. Pour qu'on avance, il faut que ce triangle se casse quelque part. Pas simplement qu'on se regarde les uns les autres en disant il faut commencer à faire quelque chose. Tous les changements structurels commence au niveau individuel. Mais tous les changements individuels ne vont pas induire de changements structurels. Et donc, en fait, on est un peu dans la même discussion, c'est que savoir ne suffit pas, il faut aussi pouvoir faire quelque chose. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire grand-chose hors de leur sphère propre de citoyen, ce qui consiste en gros à réduire sa consommation de viande, à prendre moins si c'est possible de transport carboné, et c'est pas évident pour tout le monde, et à suivre une petite lettre des éco-gestes. Une fois qu'on a fait cette liste d'éco-gestes, on est un petit peu coincé si on n'avance pas vers, justement, un versant que je considère déjà politique, c'est-à-dire agir dans son travail. Encore une fois, tout le monde ne peut pas le faire, donc il y a un facteur inégalitaire majeur dans les populations dont on parle, et puis agir en termes d'action collective, que ce soit dans des associations, dans des discussions même familiales, ou au sein de partis. On sait que le premier émetteur d'informations aujourd'hui, de politisation, en fait, c'est pas les médias qui vous apportent le plus d'informations, c'est des gens autour de vous qui vont être des relais d'opinion et qui donc vont nous abreuver en permanence de tant d'informations. La première chose qu'on peut faire, c'est potentiellement être ce relais d'opinion auprès de nos proches, en sachant que ça va pas changer fondamentalement les choses, mais c'est une étape qu'on peut adopter dans l'engagement qu'on choisit de mettre. Mais il faut vraiment garder en tête que les questions de transition écologique, comme les questions politiques en général, c'est pas des questions individuelles. Le niveau explicatif pertinent pour le changement, c'est jamais l'individu, c'est le collectif. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez différentes étapes de collectif. Mais entre nous, petits individus atomisés, et les changements macrostructurels dont on a besoin, il y a vraiment cet intermédiaire-là, qui sont les corps intermédiaires, qui sont le collectif, et là où on peut réussir à construire des choses ensemble qui seront plus intelligentes, plus structurées et plus efficaces que ce qu'on pensera individuellement chacun de notre côté. Moi, j'ai un problème avec l'utilisation du terme jeunesse de manière très globalisante. En fait, il n'y a pas du tout une seule jeunesse. La jeunesse n'est qu'un mot, disait Bourdieu. Vous avez plein de catégories de jeunes différents, celles dont on a beaucoup parlé au moment des marches pour le climat, en disant que les jeunes s'engageaient pour la transition écologique. C'est une jeunesse qui me ressemble, c'est-à-dire des CSP+, des gens qui ont un niveau d'études élevé, qui souvent vivent en ville, qui ont tendance à voter plutôt à gauche, et qui en fait sont des CSP+. Enfin voilà, une portion très réduite de la jeunesse. En fait, pour le dire rapidement, c'est les jeunes bourgeois, cette catégorie-là.
À côté, vous avez tout un tas de jeunesses différentes, dont une qui rêve aujourd'hui de Dubaï, de vie rapide, d'accumulation, d'acheter Chine autant que possible. Et c'est pas pour autant leur faute exactement, c'est que c'est le modèle de réussite qu'on leur vend aujourd'hui à ces jeunes-là. Donc quand on dit que les jeunes vont être l'acteur qui va entraîner la transition écologique, moi j'y crois pas pour plein de raisons. Déjà parce que les jeunes, c'est le produit de leur époque. Donc quand l'époque vous dit que ce qui est le facteur de réussite, c'est l'accumulation, la vitesse, l'argent, et ben c'est ça que vous prenez comme horizon. Et puis d'autre part, parce que le pouvoir d'agir des jeunes aujourd'hui, toute catégorie confondue, c'est d'autant plus vrai pour tous les jeunes qui ne sont pas CSP+, est relativement réduit. Voilà, aujourd'hui, les jeunes ont eu, je pense, un rôle d'activateur en 2017-2018 autour des questions environnementales, parce qu'ils ont servi de manière de mettre ces sujets-là à l'agenda politique, ce qu'on appelle en sciences politiques mettre à l'agenda politique, mais aujourd'hui, l'action, elle ne passe pas par les jeunes. Et je pense que c'est même dramatique qu'on continue à avoir cette lecture-là, parce que la lecture intergénérationnelle, elle nous empêche de voir qu'il y a une lecture d'inégalité derrière tout ça. Qu'il y a toute une partie de la population, y compris des jeunes, qui ne peuvent aujourd'hui pas agir, et qu'il y a une partie de la population, y compris des jeunes, qui peut faire des choses. Et la lecture qu'on doit avoir pour avancer efficacement, au-delà des slogans un peu médiatiques, c'est pas une lecture intergénérationnelle, c'est vraiment une lecture de classe, disons les gros mots. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel de l'avoir en tête. Je sais pas si mon cas à moi est particulièrement intéressant, mais oui, j'ai changé de comportement. Je prends plus l'avion, en fait, tout bêtement. J'ai quasiment réduit ma consommation de viande. J'ai été végétarienne stricte pendant un moment et puis j'ai arrêté parce qu'en fait, ça me fait plaisir de m'offrir la possibilité de temps en temps, 1% du temps, de prendre un plat avec de la viande ou du poisson. Mais en fait, la principale raison, et il faut le dire encore une fois, c'est pas l'échelle individuelle qui est pertinente, c'est que la raison pour laquelle moi j'ai pu effectuer des changements de comportement, c'est parce que j'en ai les moyens financièrement, je suis pas contrainte par des dettes comme on peut l'être, j'en ai les moyens en termes d'organisation, parce que je n'ai pas d'enfants, parce que je vis en ville, parce que ça me permet de prendre les transports en commun plutôt que la voiture, parce que j'ai un travail qui me permet d'éviter un certain nombre de trucs, parce que j'ai aussi la liberté en termes d'imaginaire de refuser de prendre l'avion, et qu'on me laisse refuser de prendre l'avion. Il y a quelque chose qui est fondamental aussi et qui ressort aussi de la manière dont on gère le temps, qui est que, en fait, pour nos questions de transition écologique, il y a une liaison au temps disponible, à ce qu'on fait de notre temps disponible et à la manière dont on regagne du temps sur un monde qui va tellement vite, qui est essentiel. Oui, mes comportements à moi ont changé, mais parce que les macrostructures dans lesquelles j'évolue me permettent de faire changer mes comportements et ne permettent pas à plein de gens de le faire. Donc c'est pour ça que la question écologique, elle doit sortir du carcan moral par laquelle on la lie beaucoup. C'est-à-dire, quand on fait les choses, on est quelqu'un de super et quand on les fait pas, on est un diable. Non, c'est que simplement, quand on fait des choses, c'est en grande partie parce qu'on veut le faire, mais parce qu'on peut le faire. Et cette combinaison, elle est importante. Il faut aujourd'hui aller chercher les gens qui peuvent faire, mais ne veulent pas faire. C'est là qu'il y a un carcan pour le changement, déjà, et ensuite réussir à construire des macrostructures qui vont permettre aux gens qui veulent faire mais ne peuvent pas faire, ce qui je pense représente une grande partie de la population, de le faire. L'existence ou l'absence d'un certain nombre d'infrastructures va complètement déterminer la manière dont mon comportement se façonne et évolue de fait. On a tendance tous à évoluer dans des formes de bulles sociales. C'est mon cas également. Je suis entourée de gens qui pensent en grande partie comme moi. J'essaie de le limiter pour justement pas s'enfermer dans cette bulle-là. Mais je suis confortée dans le fait que beaucoup de gens agissent comme moi. Mais oui, bien sûr, c'est des choix qui sont questionnés sur les habitudes alimentaires. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est pas seulement des questions d'habitude individuelle de savoir ou pas cuisiner du tofu, c'est quand je vais à la cantine du travail ou du restaurant universitaire, comment est-ce que les cuisiniers ont aussi été formés à cuisiner du tofu de manière intéressante gustativement. Enfin voilà, il faut qu'on prenne du plaisir aussi dans ces questions de transition environnementale. Si on est juste là pour être martyr, non seulement on va rapidement s'emmerder, mais en plus on va juste arrêter. Parce que c'est pas ça qu'on veut. Le monde de demain qu'on veut, c'est plutôt un monde agréable. Le message de Pour un écologique, c'était de dire, si vous êtes diplômé de grande école, le fait que vous soyez jeune ne vous empêche pas d'avoir une forme de pouvoir sur ce que vous allez faire et de l'endroit où vous allez décider de travailler, parce que c'est là que vous passez 8 heures par jour. Et en fait, quand vous êtes cadre, quand vous êtes un jeune CSP+, c'est là que vous avez le plus de pouvoir, que ce soit symbolique ou réel de fait. Donc on a créé tout un tas d'outils
pour aider à la fois les étudiants et les actifs en entreprise. On a écrit un guide pour créer son collectif au sein de son entreprise pour aller progressivement chercher des victoires sur les sujets environnementaux, parce que c'est aussi là qu'en tant qu'individu, on a du pouvoir et qu'on peut créer, j'y reviens, des collectifs qui nous permettent d'avancer plus loin qu'on ne le pourrait seul. C'est pas tant une fraction de la jeunesse que une fraction des CSP+, une fraction des gens qui vont se retrouver à des postes de pouvoir dans 10, 15, 20, 30 ans. Et en fait, la transition écologique, elle sera toujours en cours dans 10, 15, 20, 30 ans. Et donc, on a besoin aussi de se retrouver à ces endroits-là, de se rendre compte que c'est pas tant une question de jeunesse que une question de souvent, malheureusement, de niveau d'études et de ce qui est permis à certaines personnes et pas à d'autres. Et donc, de s'outiller pour s'organiser sur ces questions-là. C'était en 2024 que j'ai fondé avec d'anciens membres de Pour un écologique et Alban Crespel qui travaillait à l'époque dans le domaine des logements sociaux et Pierre Charbonnier qui est philosophe. On a créé un collectif qui s'appelle Construire l'écologie, dont l'objectif est de travailler sur une question fondamentale qui est le lien entre l'emploi et la transition écologique. Comment est-ce que, alors qu'on sait que des emplois vont disparaître et d'autres vont réapparaître, on fait en sorte de s'attaquer à ce sujet majeur qui est un nœud gordien dans les sujets environnementaux dont on parle, qui est le fait que, dans l'idéal, si on veut pas qu'il y ait des gens qui restent sur le carreau comme ça a été le cas pendant la désindustrialisation et comme c'est le cas encore récemment dans l'actualité, on fait en sorte que des plateformes de formation, de reformation de salariés s'organisent pour qu'on garde des pôles industriels en France. Il paraît qu'on a une réindustrialisation verte en train de se faire, à voir comment ça évolue, mais de faire en sorte de simplement, d'une part, ne pas laisser les gens sur le carreau, de réussir à construire les industries vertes dont on va avoir besoin, parce qu'on va avoir besoin d'un certain nombre d'infrastructures pour effectuer notre transition écologique nationale et européenne, et on l'espère internationale. Et puis un troisième point qui est de pouvoir planifier, ou en tout cas participer à une forme de planification de l'évolution de l'emploi en France, qui est quelque chose dont on manque cruellement aujourd'hui. Il y a un peu 4 catégories que je vois dans l'action collective autour des sujets environnementaux. La première, c'est le rapport de force. Traditionnellement, ça existe notamment à gauche, mais par ailleurs dans le milieu associatif aussi, c'est se regrouper et essayer de faire valoir un sujet en notamment mettant à l'agenda médiatique, c'est-à-dire au sommet de l'attention médiatique, un sujet. Ça, c'est une technique qui a beaucoup été utilisée, qui a été utilisée entre 2016 et 2018, quand Greta Thunberg a voulu, c'est arrivé un peu malgré elle, mais est parvenue à imposer ce sujet-là comme sujet de discussion, ce qui est arrivé jusqu'à l'échelle partisane. Ça, c'est la mise à l'agenda. Il y en a un autre dans lequel, à la fois Pour un écologique et Construire l'écologie s'inscrivent, que j'appelle le saisissement de l'interstice. C'est-à-dire là où il y a des possibilités d'agir, y compris dans un monde qui actuellement nous déplaît, n'est pas celui qu'on souhaite, on choisit de les saisir et de faire ce qu'on peut à cet endroit-là pour essayer d'avancer et de gagner des batailles. Ça, c'est 2 modes sur 4 que je vois. Ils sont pas opposables, en fait. Au moment où Dernière Rénovation faisait ses actions choc, j'ai rarement été autant invitée sur les plateaux pour parler, non pas du fond, mais du fait que, dis donc, c'est pas bien, ces méchants écolos, et vous êtes une gentille écolo parce que vous vous asseyez là, et ce que vous faites, c'est des rapports, et puis ça va, du coup, c'est ok. Donc, il y a quand même une complémentarité entre ces modes d'action, parce qu'ils répondent à des stratégies qui sont différentes, in fine, et à des théories du changement qui sont un peu différentes. Ce qui me paraît essentiel de se souvenir, c'est que la question environnementale, la question écologique, c'est pas une question unique, c'est une question parmi d'autres. Et donc, je pense qu'on a trop tendance dans le monde militant sur ces questions-là à s'étonner que tout le monde ne pense pas exactement comme nous et ne soit pas absolument préoccupé par les mêmes choses que nous. Mais c'est normal, c'est comme ça que fonctionnent nos sociétés. Et en fait, quand on arrive dans une question qui devient une question profondément politique, et en plus, au sens de vie de la cité, et en plus consensuel sur le fond, ou au moins consensualiste, tout le monde veut pouvoir vivre dans un environnement relativement préservé, et on arrive au fait que ça rencontre différentes théories de l'action sur ce qu'est ce monde préservé, et que ça rencontre d'autres sujets. Et ça, il faut l'avoir en tête, sinon on se dirige vers un échec de la remise en cause de nos stratégies. Je dirais que le plus grand enjeu en matière de biodiversité, et je le dis depuis ma lentille de militante en dehors du spectre strict de la biodiversité, je dirais que c'est la santé. Parce que c'est quelque chose dont on sait que ça mobilise,
dont on sait qu'en plus, c'est quand même pas la chose qui va le mieux en ce moment. C'est entré en 2024-2025 dans les priorités des Français, ce que ça n'était pas jusqu'alors. Et les questions de santé environnementale, on le sait parce que ça a été assez étudié, c'est un bon moyen de toucher les gens. Donc ça me paraît assez important de l'intégrer, y compris pour les militants comme moi, dont le cœur du plaidoyer n'est pas les questions de biodiversité, mais qui sont un peu plus généralistes. Il faut absolument qu'on parle de santé environnementale. Moi, je place beaucoup d'espoir vraiment sur ces questions de santé environnementale. Alors, sur les questions de biodiversité, c'est quand même beaucoup plus tangible que sur les questions de climat, pour la plupart des gens. La biodiversité, on a tous une idée, probablement relativement fixiste et un peu environnementaliste de ce que c'est, mais on a tous une idée de ce qu'est la biodiversité, et c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Donc on arrive sur ces questions-là, encore une fois, d'arbitrage. La biodiversité est importante pour tout le monde, de la même manière que la lutte contre la pauvreté est plutôt importante pour tout le monde. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à l'arbitrer face à d'autres sujets ? C'est tout l'enjeu. Et ces questions de santé environnementale, je pense qu'elles peuvent faire, en tout cas, participer à faire pencher la balance de notre côté. Je vais donner une réponse générique, mais le meilleur remède contre l'éco-anxiété, très honnêtement, et contre l'anxiété de manière générale, c'est le collectif. C'est le fait de pouvoir voir qu'on n'est pas seul à entreprendre des choses, que quand on est fatigué, on peut se reposer un peu et que les autres continuent, que quand les autres sont fatigués, ils peuvent se reposer et que nous, on continue, et qu'on peut se donner de la force mutuellement, et que c'est absolument essentiel, parce qu'on n'est pas dans un sprint, on est dans une forme de marathon, et encore de forme d'ultra-trail, qui demande à ce qu'on prenne soin de nous aussi. Parce que ça sert à rien qu'on milite pendant 2, 3, 5 ans, et qu'après on s'épuise, et qu'on décide de se retirer complètement de ces sujets-là. Il faut faire attention à nous, il faut faire attention aux autres, et quand vous êtes militant, ou même que vous êtes inquiet de quelque sujet que ce soit, parlez-en aux autres, ouvrez-vous aux autres, et créez ces espaces de discussion dont on a besoin pour pouvoir se sentir bien, collectivement. Sans vouloir trop paraître bisounours, mais à un moment, c'est aussi de ça dont on a besoin. Merci à Léa Falco pour son témoignage dans À voix haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Un podcast produit avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.